Quel est l'avenir de la location moyenne et longue durée en France? Salut à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Ben de Studapart. Salut Ben. Bonjour à tous, salut Julien. Donc Ben il va nous expliquer un petit peu quel est l'avenir et la tendance dans les années à venir, surtout de la location moyenne et longue durée. Donc si le sujet vous intéresse, eh bien restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve tout de suite après le générique. Benjamin, est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter un petit peu Studapart rapidement s'il te plaît? Carrément. Alors moi je suis Benjamin, ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint l'équipe Studapart et ce projet avec l'ambition de développer et d'animer notre communauté d'utilisateurs propriétaires. Donc c'est un mot un petit peu vague au premier abord. Dans l'idée, c'est que je m'occupe de la relation avec nos gros bailleurs propriétaires et aussi je noue des relations énormément avec ce qu'on appelle un petit peu les propriétaires modernes chez Studapart et un petit peu tous ces propriétaires qui ont en fait l'ambition de dépoussiérer la manière dont on fait justement de la location moyenne et longue durée. D'accord. Et juste rapidement, du coup, est-ce que tu peux préciser ce que fait Studapart? Carrément. Même si on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en 30 Carrément. secondes. Carrément. Alors Studapart, on est en fait le service logement en ligne des écoles et des universités. On est aujourd'hui l'acteur majeur sur la branche de la location étudiante et donc de la location moyenne et longue durée. D'accord. Tu m'as dit que vous étiez spécialisé, vous avez une grosse expertise sur la location étudiante et par extension la location moyenne et longue durée. Si on parle de l'étudiant, et je sais qu'il y a des personnes qui nous regardent qui font de la location étudiante ou que ça intéresse, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est le locataire étudiant d'aujourd'hui, de 2019, 2020 et des années à venir en fait? Carrément. Alors nous voilà chez Studapart, on est vraiment spécialisé sur les 18-28 ans, ce qui représente en fait la cible étudiante. Ouais. Et la première tendance forte qu'on identifie, c'est vraiment le fait qu'ils soient en hypermobilité. C'est quelque chose qui est relativement nouveau et qui impacte directement les propriétaires. Et en fait, voilà, l'étudiant qui reste maintenant 3 ans dans le même logement sans bouger de campus. Ça n'existe quasiment plus et ça tend à disparaître, tout simplement. Et ça, c'est vraiment dû en fait à la stratégie qu'adoptent les établissements d'enseignement supérieur qui pour accueillir le plus d'étudiants possible et du coup augmenter leur activité, font le choix de raccourcir et de segmenter les cursus parce que par définition, leurs campus ne sont pas extensibles. Ouais. Donc aujourd'hui, l'étudiant, il va être 6 mois à Rio pour son Erasmus. Après, il va partir 6 mois à Paris pour réaliser un stage. Puis il va revenir 6 mois à Bordeaux pour suivre ses cours. Donc aujourd'hui, on est plus dans une tendance où l'étudiant reste entre 7 et 8 mois dans un logement et multiplie en fait les expériences locatives tout au long de son cursus universitaire. C'est quelque chose qui est relativement nouveau et qui impacte donc, comme je disais, les propriétaires et c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, en tout cas pour ceux qui se mettent dans la location étudiante aujourd'hui, c'est qu'on est sur des cycles de location qui sont plus courts qu'avant. Donc si je te suis, tu veux dire qu'on on voit quasiment plus, en tout cas ça tend à disparaître, le fameux, alors l'étudiant ça a toujours été 9 mois en meublé, mais le fameux bail 3 ans vide où tu avais l'étudiant qui restait 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'il faisait ses 5 années d'études, c'est clair. Franchement, là, c'est quelque chose où il faut vraiment faire son deuil. Ouais. Ça n'existe plus et ça n'existera plus. Et c'est une stratégie qui est adoptée par vraiment la majorité des établissements. Et c'est, comme je te disais, lié à leur business model. Plus elles accueillent d'étudiants, plus elles sont rémunérées, donc c'est quelque chose qui est vital et viable surtout aussi pour eux. Donc clairement favoriser les expériences locatives plus courtes, entre 7 et 8 mois. Ouais, d'accord, c'est ça, des cursus plus courts pour eux, pour remplir exactement. Donc du coup, tu as un turnover plus important, mais avec des étudiants qui viennent tout au long de l'année malgré tout. Donc, on n'est plus, j'imagine en tout cas sur le cycle du coup septembre, juin, il peut y avoir… C'est ça. Aujourd'hui, il peut y avoir des étudiants qui restent jusqu'en mars. Et en fait, après, on va devoir faire une nouvelle recherche d'étudiants. Mais ça va être un étudiant qui va faire un stage jusqu'en août. Ouais. Après, on va repartir sur un étudiant qui reste au semestre, qui va partir mi-décembre. Et on va accueillir un nouvel étudiant qui revient pour le second semestre.
Et en fait, c'est vraiment cette rythmique étudiante qui est importante à assimiler pour bien comprendre son marché. Du coup, comme je te disais, c'est vraiment des jeunes qui sont en hypermobilité. Et un deuxième aspect vraiment fort, c'est le fait que ce soit des jeunes qui soient ultra digitalisés. Ouais, c'est important. Exactement, c'est des profils qui consomment sur Internet, qui ont l'habitude de consommer sur des applications. Et là où c'est assez intéressant, en tout cas sur le marché de la location, c'est qu'on est vraiment sur l'un des seuls marchés où il y a un tel choc générationnel entre l'offre et la demande en fait. Alors est-ce que tu peux développer, expliquer un petit peu Exactement, on est en fait sur du coup, comme je disais, des profils de 18-28 ans qui recherchent des logements, qui consomment sur Internet, qui utilisent Snapchat. Et de l'autre, on est plutôt sur des profils plus âgés, le propriétaire moyen qui a un logement à 45 ans, mais par contre, celui qui a plus de 2 logements a en moyenne plus de 65 ans. Donc en fait, tu es vraiment sur un schéma où tu as un jeune qui consomme sur Uber et qui utilise Snapchat. Et en face, tu es sur quelqu'un qui a plutôt 70 ans et qui peut être un petit peu mal à l'aise par rapport au numérique. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Ça demande forcément un travail d'adaptation entre le locataire et le propriétaire. Après, c'est pas grave en réalité et dans le fait qu'il y ait 2 profils différents, c'est plutôt une richesse plutôt que un handicap pour les 2 parties. Ouais, mais c'est important de l'avoir en tête, tu fais bien de le souligner parce que je sais pas si tout le monde en a conscience aujourd'hui, puisque tu as peut-être des gens qui nous regardent qui ont 30, 35, 40 ans, qui sont plutôt usagers quotidiens, tu vois, justement des applis et tout ça. Mais tu as peut-être aussi des gens, et je sais que j'en ai qui me regardent, qui sont plutôt dans la tranche que tu décris, quoi. Donc, 55, 60, 65 ans, et qui ont peut-être moins ce réflexe. Je sais que justement, tu parlais des applis, c'est un truc qui parfois fait un peu peur, quoi, parce que c'est nouveau, c'est pas habituel. C'est clair, et ça franchement c'est très générationnel, et au-delà de ça, ces locataires étudiants apprécient et veulent trouver justement ces types d'applications pour consommer aujourd'hui. Donc, c'est clair que ça demande un travail d'adaptation, en tout cas pour les propriétaires. Mais de l'autre côté, il est aussi vrai que ça demande un travail d'adaptation pour le locataire. Mais en tout cas, c'est important de le rappeler pour que les 2 parties, en quelque sorte, soient au courant et soient compréhensifs l'un envers l'autre. Ouais, d'accord, ok. Ce locataire de cet étudiant nouvelle génération, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il attend d'un propriétaire, ce qu'il attend d'un logement, enfin d'une façon générale, quelle vision, quelles attentes, quelle façon de consommer le logement il va avoir en fait? Carrément. Alors dans un premier temps, c'est vraiment un logement bien placé, c'est la localisation. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont déjà investi et ceux qui sont en cours d'investissement, vous le savez, la localisation est hyper importante dans votre investissement et on vous l'a souvent rappelé et je doute pas que tu l'aurais déjà. Exactement, je doute pas que tu leur en aies déjà parlé. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que on est plutôt sur un schéma où les étudiants de première année apprécient énormément de se loger plutôt proche campus. C'est vraiment l'aspect sécuritaire qui les rassure et rassure aussi les parents parce que malgré tout, c'est eux qui payent le loyer. Donc, ils ont leur mot à dire. Et ensuite, on est plutôt sur un schéma où les étudiants de 2e, 3e, 4e année, 5e année, etc. comprennent qu'à côté en fait du campus, c'est pas là où il y a la meilleure expérience de vie, où ils ont leur passe-temps favori, pour ne pas dire sortie en boîte et sortie en bar, exactement. Donc eux, ils vont plutôt être en recherche d'un logement centre-ville, bien placé. Et après, le 3e profil, qui vraiment n'est pas à négliger parce que c'est là où les établissements investissent massivement en ce moment, c'est les étudiants internationaux. Les étudiants internationaux aujourd'hui recherchent plutôt, comme les premières années, l'aspect sécuritaire. Donc ils vont chercher des logements proches campus où ils vont pouvoir se réunir plutôt avec les autres étudiants internationaux qu'accueille l'établissement. Mais pour vous donner un petit peu une statistique qui est hyper significative, c'est qu'aujourd'hui, il y a 7 étudiants sur 10 internationaux, toujours 7 étudiants internationaux sur 10, qui considèrent avoir eu une très mauvaise expérience logement en France. D'accord. Donc c'est énorme. C'est énorme. Encore une fois, il va y en avoir de plus en plus. Et c'est vraiment des top locataires qui sont à la recherche de logements ultra meublés, qui sont prêts en plus de ça à mettre les loyers qui vont avec.
Donc voilà, dans les années à venir, il va y en avoir de plus en plus et c'est une cible de locataires vraiment très intéressante. Je parle des étudiants étrangers ou français, mais on vient de parler d'emplacement, tu vois, Ouais. c'est leur préférence en termes d'emplacement en fonction de leur, du cycle, enfin de là où ils en sont dans leur cycle étudiant. Ouais. Mais on n'a pas parlé d'un truc qui est aussi important pour moi, c'est quel type de logement ils recherchent en fait. Est-ce qu'ils sont plutôt sur le traditionnel studio, la chambre étudiante, la coloc, tu vois, est-ce que tu as des retours là-dessus à nous donner? Alors, dans tous les cas, effectivement, l'étudiant par nature se tourne vers les studios. Et d'ailleurs, même en tant que propriétaire, aujourd'hui, si on a un studio dans à peu près n'importe quelle ville, et ben, on a de grandes chances, en tout cas, d'avoir déjà loué à des étudiants. Ouais. Bien entendu, la chambre chez l'habitant reste une habitation où les étudiants se tournent aussi. Et depuis quelques années, il y a toujours eu cette tendance forte des colocations, qu'il y en a de plus en plus qui poussent. Et là aussi, les étudiants adorent. Mais de manière générale, vraiment, les étudiants, ce qu'ils veulent, c'est des logements meublés aujourd'hui. D'accord. Et au-delà d'un logement meublé, nous, on parle surtout de logements ultra meublés, c'est-à-dire des logements clés en main où ils ont juste à venir avec leur valise, justement, et où l'expérience de vie, l'expérience locative est importante. Okay. Bien entendu, ça a été aussi démocratisé par toutes les expériences Airbnb. C'est toute une génération qui a consommé en fait ses vacances sur Airbnb et qui ne comprend pas qu'il n'arrive pas à retrouver le même niveau de prestation, en tout cas quand ils veulent se loger sur de la moyenne et longue durée. Donc forcément, une expérience de vie importante. Aujourd'hui, ça passe par... il n'y a pas de recette magique, mais ça passe en fait par des travaux de rénovation, mettre des meubles de qualité, apporter des petits détails qui font la différence. Je dis n'importe quoi, des comptes Netflix, mettre une tireuse à bière dans son logement, mettre une PS4. Enfin, c'est pas forcément les choses qui coûtent le plus cher, mais qui en fait apportent énormément de valeur à son logement, vous différencient. Et encore une fois, on est face à une population, en tout cas à des étudiants locataires qui sont énormément drivés par l'émotif, par l'émotion. Et donc en fait, quand il y a l'effet waouh sur un logement, c'est plus que celui-là qu'ils souhaitent avoir. Et ils sont prêts à payer d'ailleurs aussi même un petit peu plus cher, parce que l'expérience de vie est supérieure. En fait, ce que tu dis, c'est que moi, tellement la façon dont je le comprends, c'est que finalement, la location courte durée a posé des nouveaux standards qui étaient très vrais uniquement pour la LCD pendant quelques années. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, ces standards sont attendus, mais dans tout type de logement, dans tout type pas que la location à la nuit en fait. C'est clair, je pense que c'est énormément lié justement au fait que ce soit la génération Airbnb qui ont en fait consommé du logement principalement aujourd'hui en courte durée pendant leurs vacances et qu'ils ont eu tout simplement en fait une expérience de dingue et qu'ils ont adoré ce type de logement. Ouais. Du coup, ils souhaitent les retrouver aussi sur la moyenne et longue durée. Et comme je te disais, c'est aussi lié malgré tout à leur hypermobilité. Aujourd'hui, quand on change de lieu de vie tous les 7-8 mois et qu'on reste en moyenne 7 mois et demi dans un logement, on ne peut plus faire les démarches d'aller acheter ses meubles, son lit, après de devoir aller les stocker et de refaire ce processus en continu durant ces 5 années de cursus. Donc effectivement, c'est vraiment les deux facteurs clés qui font que les étudiants se tournent vers ce type de logement. Et même au-delà de ça, sur Airbnb, on remarque que, un petit peu comme ce qu'on disait sur Uber, etc., ils consomment via des applications. Aujourd'hui, les étudiants cherchent à consommer sur des plateformes qui leur offrent une expérience rassurante. Ils cherchent à avoir confiance, en tout cas, dans l'outil, dans la plateforme qu'ils utilisent. Donc ça, chez Studapart, c'est plutôt un petit peu notre job et c'est notre travail au quotidien. Mais ils cherchent aussi à avoir vachement confiance dans les membres de cette plateforme, de cet outil. Donc là, c'est plutôt lié justement aux propriétaires. C'est le fait que, en fait, quand on échange avec un propriétaire à qui on n'a jamais parlé, qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, en fait, on arrive à avoir confiance en lui parce qu'il fait partie de cette plateforme et c'est vraiment le rôle, en fait, et la boucle d'une plateforme tiers de confiance. Et c'est extrêmement le cas sur Airbnb, par exemple. Tout ce qu'on vient de voir là, tout ce que tu viens de nous dire un petit peu sur l'état du marché, sur les étudiants, sur ce qu'ils attendent, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça implique, cette fois du point de vue d'un investisseur,
puisqu'on est quand même sur une chaîne d'investisseurs. Qu'est-ce que ça va impliquer pour eux? Comment ils vont devoir, en termes de gestion, de comportement, quelles sont les bonnes pratiques finalement à mettre en place? Ouais, ça c'est assez intéressant. Souvent, et même pour les propriétaires, on se demande qu'est-ce qu'on attend de son locataire. Ouais. Et c'est assez intéressant, en tout cas pour comprendre la cible à laquelle on s'adresse, de comprendre ce que le locataire attend de son propriétaire. Donc nous, on voit vraiment 3 points à ça. Le premier point, c'est qu'il attend de la transparence. Il attend de la transparence dans l'annonce, et ça, c'est vraiment un point où nous, on est vraiment intransigeant dessus, et on fait vraiment un gros travail éducatif auprès de notre base. C'est qu'il y a énormément d'annonces aujourd'hui sur le marché de la location moyenne et longue durée qui ne sont pas forcément représentatifs du logement en question. Okay. Des photos de mauvaise qualité, un descriptif qui est très peu détaillé, et où en fait l'étudiant, quand il rentre dans le logement, il est hyper déçu, et c'est vraiment un point de crispation pour lui. Ouais, c'est un peu le syndrome Le Bon Coin, l'annonce Le Bon Coin. Carrément. Franchement, c'est vraiment ça. Et il est aussi, il recherche vraiment de la transparence dans les conditions d'accès. Ouais. Aujourd'hui, un étudiant, c'est hyper compliqué pour lui de se loger, et il n'a pas de mal à ce qu'on lui dise non. Il comprend, dans tous les cas, il va avoir des bâches. Par contre, ce qui est toujours problématique, c'est quand il n'y a pas de conditions d'accès qui sont indiquées dans l'annonce, et du coup, l'étudiant va se positionner alors que de base, il ne respectait pas ces conditions. Ouais. Donc, c'est vraiment une perte de temps, autant pour le locataire que pour le propriétaire. Ouais, et c'est quelque chose qui est hyper important, en tout cas, dans la relation que vous allez nouer dès le départ avec votre locataire. Donc ça, c'est le premier point, de la transparence. Le deuxième point, je pense que c'est de la réactivité. Et ça à tous les niveaux, de la réactivité dans les échanges lorsque l'étudiant recherche son bien. Et là encore, on peut un petit peu se mettre dans leur basket. Ils font énormément de recherches. Il y a des étudiants qui mettent plus de 2 mois à trouver un logement, et quand on n'a jamais de réponse et qu'on a des réponses très longues, en tout cas quand on recherche un logement, c'est vraiment pas agréable. Donc ça, c'est le premier point. Vraiment. Tu dirais en fait pour les propriétaires, c'est de se mettre aussi à la place du locataire. Et d'adopter quand même des bonnes pratiques, quoi, en fait. C'est clair. Ouais. Et puis au-delà de ça, je pense qu'une location, en réalité, c'est un rapport humain. Donc c'est important de se mettre dans les baskets des autres, et surtout de faire un petit peu preuve d'empathie. Surtout que, comme je disais, c'est énormément compliqué pour les étudiants. Il y en a qui recherchent pendant 2 mois des logements sans forcément trouver. Et en fait, rien que d'avoir une réponse, ça permet de pouvoir avancer, de passer à autre chose. Et en tout cas, pour lui, c'est important. Juste d'être tenu au courant, quoi. C'est juste Exactement. Et après, deuxième point en tout cas, c'est, je pense, et ça c'est plus vrai pour le locataire, c'est d'être réactif au moment de la contractualisation. En fait, c'est le seul moment où le propriétaire perd la main. Ouais. Effectivement, vous, quand vous vous êtes dit, en fait, cet étudiant A, moi je le veux comme locataire, je vais lui envoyer mon bail, je vais lui dire que je le veux comme locataire, et c'est lui qui a la main, puisque c'est lui qui vous donne une réponse. Et il ne faut pas se douter que l'étudiant, il fait plusieurs processus à la fois, et qu'en fait, plus vite vous allez réussir à closer en quelque sorte la location, ce sera fait, et c'est quelque chose qui demande de la réactivité, parce qu'encore une fois, il n'est pas impossible qu'un autre propriétaire au même moment lui dise que c'est bon pour le logement. Donc vraiment sur ça, être réactif. Tu sais, c'est intéressant parce que c'est exactement un truc qu'on retrouve issu des codes de la location courte durée, mais en location courte durée, tu sais, tu as le taux de réponse et la vitesse de réponse, et plus tu réponds vite et à un nombre important de demandes, plus tu es positionné haut dans les résultats, parce que tu es plus digne de confiance. C'est clair. Et c'est exactement le même principe, et tu fais bien de le souligner, quoi. Ça, je pourrais aussi un petit peu en parler par rapport à notre vision chez Studapart un petit peu après dans la vidéo, mais ça rejoint un petit peu tout ça. Et nous, au-delà de ça, on essaye aujourd'hui de vous outiller pour pouvoir contractualiser rapidement. Ça passe par la signature en ligne, par la contractualisation en ligne qui est donc effective chez Studapart. Ouais. Et le dernier point, et je pense que c'est vraiment aussi important, c'est le fait d'être réactif pendant la location. Très important ça. Exactement, quand l'étudiant a un problème, quand l'étudiant vous pose une question, de lui répondre rapidement. Déjà, ça instaure des bonnes relations, ça entretient en tout cas des bonnes relations que vous avez avec votre locataire. Et surtout, c'est quelque chose qui peut être payant pour le futur, parce qu'encore une fois, vous fidélisez votre locataire parce que vous l'avez bien accompagné tout au long de sa location. L'étudiant, il y a forcément un certain turnover, comme je vous expliquais, au sein des établissements.
Donc l'étudiant, s'il a adoré ce propriétaire et trouvé que votre logement était super, et ben, il va vous recommander un de ses copains dans l'établissement et en fait vous allez très vite devenir un propriétaire qui est dans les petits papiers d'un établissement et encore une fois, il n'y a pas mieux que la mise en relation pour avoir le plus de chances de trouver le bon locataire en tout cas. Ouais, tout à fait. Donc voilà, en tout cas, voilà, si on pouvait se mettre un petit peu dans les baskets en quelque sorte des locataires, c'est les deux conseils que je vous donnerais. Faire preuve de réactivité, faire preuve de transparence pour que vos locations se passent du mieux possible. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, par rapport à ce qu'on a dit dans la première partie, quel est l'état du marché en France et quelles sont les tendances en fait? Alors franchement, là, le marché étudiant en France est en pleine ébullition, ça c'est certain. À tous les niveaux, au niveau de tous les acteurs, c'est un marché qui se structure et qui est en constante croissance. D'accord. Donc, je pense que le premier point qui est intéressant à aborder, c'est vraiment l'état du marché des résidences étudiantes, qui est un marché en hyper croissance. C'est un marché qui chaque année a plus 10%. Donc, ah ouais. Donc exactement, c'est franchement un marché qui se structure, qui se développe. Donc il y a énormément de résidences étudiantes qui sortent de terre chaque année. Mais en plus de ça, il y a énormément de résidences étudiantes qui se rénovent. Historiquement, l'expérience locative pour un étudiant était vraiment pas super dans une résidence étudiante. Voilà, ils disaient qu'ils louaient un étudiant, qu'il n'y avait pas forcément besoin d'investir massivement. Mais ils ont très vite compris que la marque de la résidence n'en bénéficiait pas parce qu'aujourd'hui, tu as les réputations, tu as les notes, etc., etc. Donc là, ils font vraiment un gros focus pour apporter une expérience de vie importante, encore une fois, pour l'étudiant parce que c'est le facteur majeur et c'est ce que recherchent les étudiants. Donc, il y a vraiment une grosse structuration à ce niveau-là du marché des résidences. Exactement. De l'autre côté, il y a tout plein d'acteurs internationaux qui ont ciblé la France comme un marché d'avenir. Donc, ils l'ont ciblé vraiment pour deux raisons. Le premier, c'est que c'est le deuxième marché européen en termes d'étudiants. C'est ça, avec une volonté forte, en tout cas de l'État, de faire augmenter la place de la France sur le marché de l'étudiant. Et le deuxième marché, c'est comme ce que je te disais, c'est que historiquement, les résidences étudiantes n'avaient pas vraiment axé leur stratégie sur l'expérience de vie. Donc il y a un petit peu tout à refaire à ce niveau-là et du coup là on a des acteurs internationaux, des fonds d'investissement internationaux qui mettent la gomme et qui vont apporter eux une expérience de vie vraiment incroyable dès qu'ils vont faire sortir de terre les résidences. C'est un peu les projets qu'on voit avec une salle un peu où tu peux bosser en open space avec le baby-foot. Totalement. Il y a vraiment énormément d'acteurs, pour en citer quelques-uns et à la va-vite, tu peux avoir The Melon District, The Student Hotel par exemple, qui là sont dans une approche d'hyper expérience de vie et apporter une expérience locative à l'étudiant qui est très importante et dont il se rappellera surtout. Ouais, c'est ça en fait. Mais vraiment, le mot d'ordre, je pense que c'est, moi ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est vraiment l'expérience de vie. C'est clair, franchement, ça c'est quelque chose, je pense, qui fait la différence. On aura, je pense, l'occasion un petit peu aussi d'en parler après sur vraiment le côté état d'esprit d'un propriétaire, comment se différencier. Mais oui, effectivement, ce côté ultra meublé, apporter de l'expérience locative, de l'expérience de vie à l'étudiant, c'est vraiment le focus à avoir et l'aspect à développer en tout cas pour les propriétaires et pour aussi les investisseurs qui souhaitent investir dans du meublé études. D'accord, donc puisque tu en parles, on vient de parler des résidences étudiantes. Si on se met du côté, donc pas des gros investisseurs, des gros fonds de pension, des gros fonds d'investissement, mais plus des gens qui peuvent nous regarder, qui sont propriétaires peut-être futurs propriétaires ou actuellement propriétaires d'un ou plusieurs logements. Comment tu expliques, est-ce que tu as une explication pour justifier ce boom en fait des investisseurs particuliers? Je pense déjà c'est qu'il y a une question d'offre et de demande. On est quand même dans un marché où sur le marché étudiant, il y a plus de demandes que d'offres. Donc naturellement, c'est toujours intéressant. Et après, il y a vraiment trois facteurs qui sont les trois facteurs les plus importants, en tout cas qu'on peut identifier par rapport à ce boom des investissements locatifs de la part des investisseurs particuliers. C'est vraiment dans un premier temps les taux bancaires.
historiquement bas, on n'a jamais vu ça et ça dure depuis un certain moment. Un chiffre qui est assez intéressant, c'est quand même il y a eu 78% des investissements immobiliers locatifs en France cette année qui ont été faits sans apport. Donc c'est juste historique et c'est juste démentiel. Alors ça c'est super intéressant, je fais une parenthèse, mais c'est vrai que quand il y a deux sons de cloche, tu vois, on entendait beaucoup que les banques elles finançaient moins sans apport. Et en fait, tu viens de confirmer que oui, il y en a peut-être, du coup, il y en a 22% qui ont c'est ça. C'est quand même énorme d'avoir en France 78% des investissements où si tu n'as pas d'argent, tu peux quand même te lancer dans l'investissement. On est dans un schéma où l'argent te donne de l'argent pour te constituer un patrimoine sans que tu n'aies rien mis. Donc oui, clairement, c'est historique et je pense que c'est bien entendu un des facteurs clés par rapport à ce boom des investissements, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi des fiscalités très avantageuses sur certains segments de la location. J'aurais tendance à parler du LMNP au régime réel où très facilement pendant des dizaines d'années, on peut arriver à des schémas où on ne paye pas d'impôts. Ouais, peut-être pas dans des dizaines d'années, mais pendant 8 à 10 ans. Enfin, c'est ça. Des dizaines si tu réinvestis. Ou si exactement. Mais oui, sur un seul investissement, tu peux te débrouiller c'est clair. Pour pas payer d'impôts pendant 8 à 10 ans. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait souvent sourire, mais on peut dire que sur certains points, la France est un paradis fiscal. Ça peut faire sourire, mais c'est vrai en tout cas sur cette partie. Mais il y a aussi tous les projets là qui sont en cours et qui, par rapport à la défiscalisation, s'il y a des travaux de rénovation, enfin tous ces aspects-là qui permet d'avoir un environnement hyper favorable en tout cas pour l'investissement locatif. Le troisième facteur, je dirais que c'est aussi le fait que depuis 10-15 ans, sur toutes les villes, on a une tendance à la hausse des prix. Ouais. C'est principalement dû, on en a parlé déjà, mais par rapport au fait que la France, c'est un pays qui se décentralise. Oui. Mais c'est clair. Et ça, c'est quelque chose à comprendre. Aujourd'hui, on est sur un marché parisien qui est en fait un marché plutôt d'investisseurs étrangers. C'est des investisseurs étrangers qui achètent les logements à Paris. De l'autre côté, sur Lyon, sur Nantes, sur Bordeaux, on est plutôt sur un marché de Parisiens. Donc, encore une fois, c'est plutôt des Parisiens qui sont les acheteurs de ces logements. Et après, il y a toutes les villes plutôt intermédiaires, par exemple du type Angers, où là, on va dire que c'est un marché de Nantais. Ouais. Donc, bien sûr que ce côté de décentralisation amène à une hausse des prix qu'on voit depuis des dizaines, des quinzaines d'années. Et je pense que le dernier point très très important, c'est aussi que l'information étant contribue et ouverte à tous. Non mais c'est clair. Facilement accessible. Je pense que, et même moi le premier, et je pense que c'est le cas d'énormément de personnes qui ont pu suivre ta chaîne ou suivre ta chaîne d'autres formateurs, c'est de se dire que on pensait que pour acheter un appartement, il fallait avoir 50 ans, avoir réussi sa vie, l'information était bien moins ouverte. Là où aujourd'hui, via YouTube, via des blogs, via des articles, on comprend que c'est en fait quelque chose qui est accessible à tous et ce qui est forcément favorable en tout cas pour qu'il y ait un boom des investissements des investisseurs particuliers. Donc je pense que tous ces facteurs font en sorte aujourd'hui qu'il y a un boom des investisseurs particuliers, ce qui amène forcément à une concurrence plus accrue sur tous les marchés locaux et c'est quelque chose d'en réalité très très bon parce que le marché structure, il y a une hausse de la qualité et je pense que c'est ce qu'attendaient les locataires en tout cas. Ouais, alors c'est vrai que c'est très intéressant parce que tu as une hausse de qualité, ça se structure, ça permet de rénover. Après, on aime, on n'aime pas notamment la location courte durée, mais on ne peut pas lui enlever une chose, c'est que ça a permis de remettre sur le marché des biens qui étaient vétustes la plupart du temps. On a monté en gamme en qualité de réno, bien sûr, qui sont quand même top. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les autres modes de location, ça a créé une forme d'aspiration où il y a la même chose qui se passe. Bien sûr. Du coup, tu as dit un truc très intéressant, c'est que le marché il se structure, que ça évolue vite. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire quel état d'esprit on doit adopter du coup aujourd'hui quand on est un propriétaire investisseur tu vois, parce que tu as peut-être des gens qui regardent qui pourraient se dire, ou peut-être que c'est le cas si vous regardez cette vidéo, mais qui pourraient se dire ok, c'est cool, mais moi je vais faire un investissement, je m'engage sur 20 ou 25 ans auprès de ma banque.
Aujourd'hui, la location étudiante, c'est ça. Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça sera complètement différent. Est-ce que tu as des conseils à donner vis-à-vis de ça? C'est clair, et je pense que on a raison déjà de penser à ça. Il y a 10 ans, Facebook n'existait pas. Donc, il y a un monde avant, il y a un monde après, ça c'est certain. Aujourd'hui, je pense que l'état d'esprit vraiment à adopter, en tout cas pour performer et durer dans le temps, c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit d'être un commerçant en fait. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand avec votre bien, vous allez enregistrer une activité, donc ça montre bien que vous avez un côté commerçant. En fait, il n'y a que le nom qui ne vous définit pas comme un commerçant parce que vous êtes loueur meublé non professionnel, mais dans la réalité, vous offrez une prestation contre un loyer. Tout à fait. Et chez Studapart, on aime bien prendre cette analogie, mais si on prend le comparatif d'une boulangerie, qui est très simple, aujourd'hui, qu'est-ce que vous appréciez en tant que consommateur quand vous allez dans votre boulangerie? C'est d'abord que le produit soit bon, que l'environnement, la boulangerie dans laquelle vous allez consommer soit sympathique, que vous ayez confiance en tout cas dans cet environnement. Et le troisième, c'est que le vendeur, la commerçante soit sympa avec vous, vous fasse un sourire, et c'est des choses auxquelles vous apportez de l'importance. Et je pense que pour la location, c'est exactement pareil en fait. Le locataire vous verse un loyer pour une prestation, mais d'avoir cet état d'esprit d'être un commerçant, et en fait, ça va vous permettre 3 choses. Ça va vous permettre de vous vendre, ça va vous permettre de vous adapter dans le temps, et ça va vous permettre de vous professionnaliser. Donc si je reprends le premier point de se vendre, ça va vous permettre, en fait, malgré tout, vous êtes dans un environnement concurrentiel quand vous faites de la location, et ça va vous permettre de vous différencier. Donc dans un premier temps, je pense que c'est se vendre par rapport à son produit, avoir un produit différent. Ça reprend un petit peu ce qu'on disait par rapport à l'expérience de vie, mais il y a un lien en tout cas avec l'investissement, à mon sens. C'est encore une fois, il n'y a pas de recette magique, mais c'est investir dans de la rénovation, faire des travaux, investir dans le mobilier, faire quelque chose de sympa, faire quelque chose de moderne, ou pas forcément en fait, faire quelque chose d'hyper atypique mais hyper charmant. Oui. Tu es obligé de faire le copier-coller du truc que tu retrouves déjà dans... Exactement. Mais ça peut être même en ayant chiné des meubles... Totalement, franchement, encore une... Voilà, une expérience. C'est clair, il n'y a pas de recette magique, mais en tout cas, nous, ce qu'on voit, et ça, c'est quelque chose... qu'on dit souvent en tout cas, c'est que c'est vraiment dans les détails en fait que ça joue, et c'est vraiment pas dans ce qui coûte le plus cher, mais encore une fois, faire preuve un petit peu d'imagination. Là oui, la PS4 par exemple, les comptes Netflix, la machine Nespresso. Ouais, parce que c'est pas pour ce que ça coûte. Tu vois, il y a des gens qui vont dire peut-être oui, mais une PlayStation ça coûte 300 balles ou 400 balles. Oui, mais si ça permet, c'est un investissement, vous l'achetez une fois. Après, vous l'avez pendant 4 ans, 5 ans, sans problème. Et ça permet de louer plus cher et de faire coup de cœur. Et puis au-delà de ça, je pense que ça amène des très bons locataires. Et ce côté qualitatif est hyper corrélé avec comment la location va se passer. Et aujourd'hui, on dit souvent, et c'est quand même quelque chose qu'on retrouve souvent en tout cas chez les propriétaires, souvent on dit qu'on a le locataire que le logement mérite. Et c'est vrai. Et je pense que dans des logements de qualité, on fidélise en fait le locataire. Il y a plus de chances qu'il parle de son logement, qu'il fasse votre pub, qu'il refile votre adresse, votre contact à un de ses amis étudiants, et il parlera de vous comme en fait il a un produit juste dingue. L'expérience que j'ai eue pendant ces 7 mois où j'étais dans son logement, c'était juste incroyable. J'avais jamais retrouvé ça autre part. Et en plus de ça, punaise, le propriétaire que j'avais, il était juste super sympa, hyper réactif. Et donc, forcément, quand il y a cette relation qui est installée, il y a moins de chances que ça se passe mal. Tout à fait. Donc voilà, se vendre en tout cas sur le produit, se vendre sur l'annonce. Aujourd'hui, ça reste le premier contact en fait qu'a un locataire avec vous. C'est peut-être virtuel, mais c'est réel. 95% des recherches commencent sur le net, donc c'est hyper important. Donc l'annonce, comment se vendre sur une annonce, c'est détailler pièce par pièce, détailler le quartier, faire des belles photos. Nous, on dit même de prendre des photos en situation pour que le locataire puisse en fait se projeter très facilement.
Et puis c'est aussi savoir vendre son profil. Aujourd'hui, comme je disais, en fait, on est sur une location, c'est une relation humaine. Et donc, c'est pas hésiter à mettre ses qualités en avant. Voilà, si on sait parler 4 langues, le dire quelle est notre passion. Parce que si demain, on trouve un locataire avec qui on a des passions communes, ou en tout cas, on a des liens, en tout cas on est connecté sur quelques liens, et encore une fois, ça fluidifie la relation qu'on a avec lui. Les locataires, c'est les codes de la location courte durée, tu vois, mais ils achètent quand même ils achètent un service, mais à un être humain. C'est ça, sur la location courte durée, c'est extrêmement, les profils sont vachement humanisés. C'est des choses qu'on retrouve moins sur la location moyenne et longue durée. C'est clair. Nous, chez Studaport, on y accorde vraiment beaucoup d'importance et ça va être quelque chose qu'on va développer encore ces mois-ci. Mais effectivement, ne pas hésiter à vendre son profil parce qu'avant toute chose, c'est encore une fois une relation humaine. C'est super important. Et puis après, au-delà de l'aspect de se vendre, je pense que c'est l'aspect de s'adapter, comme tu disais. Peut-être qu'on fait un investissement maintenant, mais ça nous engage au final sur 20, 25 ans. Et en 25 ans, le monde a le temps de changer 3 fois. Tu m'étonnes. Exactement. Et du coup, nous, ce qu'on considère en tout cas pour s'adapter, ou en tout cas avoir la capacité d'adaptation, aujourd'hui, le produit qu'on voit comme étant le plus proche de cette philosophie, c'est vraiment les logements ultra meublés, qui sont en fait des logements vachement hybrides, parce qu'elles apportent plusieurs cordes à votre arc. Il y a vraiment ce côté où en fait, avec un logement ultra meublé, on peut toucher l'étudiant, on peut toucher le jeune actif, on peut toucher le touriste, on peut toucher un actif en mobilité professionnelle. Exact, c'est ça, pendant des semaines, des mois, mais on peut aussi jouer sur la durée de la location. On peut faire de la courte durée, on peut faire de la moyenne durée, on peut faire de la longue durée. Donc si on reprend toujours un petit peu cet état d'esprit commerçant, en fait, ces logements hybrides et cette capacité d'adaptation apportent vachement de résilience à votre business. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper valorisant, toujours dans cette idée de se dire que on est engagé sur des projets long terme et que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai dans ce qui sera il y a 5 ans. Et même toi, quand on en discutait, tu me disais que voilà, ton premier investissement, malgré tout, avec le monde qui change, tu as l'impression, pas qu'il est obsolète, mais tu as presque envie déjà de le rechanger. Ouais, c'est ça en fait. Mon premier bien que j'ai acheté il y a 5 ans, après il y a 2 facteurs, mais c'est vrai que je le trouve aujourd'hui, si je devais le rénover, je ne ferais pas du tout pareil. Tu as 2 facteurs. Le premier, c'est que c'était mon premier, donc tu n'es pas aussi exigeant que par la suite toi-même, parce que tu as l'expérience et le recul. Mais le deuxième, tu l'as dit, c'est qu'en 5 ans, déjà, le monde a changé, parce qu'il y a 5 ans, tu n'avais pas encore des masses de logements bien rénovés, vraiment top qualité sur... moi, je suis spécialisé courte durée, mais je parlais de ce que je connais. Alors qu'aujourd'hui, 5 ans après, tu en as beaucoup plus. Et donc, en fait, il y a 5 ans, la moyenne était là. Donc, toi, si tu faisais ça, tu te démarquais. Aujourd'hui, la moyenne, elle est là. Donc, toi, il faut que tu fasses ça. Exactement. Et je pense que c'est vachement... on peut faire vachement un comparatif avec ce qui se passe justement sur le marché étudiant actuellement. C'est de se dire qu'en fait, on a plein d'acteurs qui se structurent, qui ont compris qu'il fallait apporter une expérience de vie, qu'il fallait investir dans les logements. Donc, forcément, en tant que propriétaire particulier, il faut bien l'avoir en tête et se dire que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément dans 5 ans et que aujourd'hui, en tout cas, le logement hybride vous apporte cette résilience et vous permet de pouvoir rebondir facilement. Et du coup, le troisième et dernier point que je dirais en tout cas sur ce côté ce que permet en tout cas d'avoir cet état d'esprit commerçant, c'est ce côté de se professionnaliser. Aujourd'hui, se professionnaliser en tant que propriétaire, ça amène énormément de bénéfices. Je pense que le premier, c'est dans l'organisation, dans la gestion de son bien. Plus le temps passe, plus on se professionnalise, moins on passe de temps sur le bien. Et c'est quelque chose, je pense que tout propriétaire recherche. On n'est pas là pour passer 3 heures par jour sur un logement, c'est vraiment pas le but. Et se professionnaliser permet en tout cas d'optimiser son temps. Et surtout, je pense que c'est encore une fois être conscient que le monde peut changer, qu'il faut être en capacité de se réinventer
de réinvestir, je pense, ça passe aussi par là. Donc ne pas hésiter à certains moments réinvestir dans du mobilier. Et d'ailleurs, quelque chose qui est en fait très peu utilisé, mais vachement intéressant à faire, en tout cas pour un propriétaire, c'est demain vous avez des locataires de 25 ans, n'hésitez pas à lui demander ce qu'il recherche, parce qu'en fait, qui mieux d'un mec de 25 ans pour savoir ce que recherche un mec de 25 ans. C'est ça. Donc, je fais une parenthèse, c'est une erreur, c'est un point super important et c'est pour ça que je t'interromps, je me permets, mais parce que souvent quand je discute, les propriétaires ils raisonnent en fonction de ce que comment eux ils voient le logement, et ils oublient que comme tu l'as dit, il faut se professionnaliser. Tu as un client qui est un locataire et donc c'est plutôt de se demander ce que ton client il veut, quoi. C'est clair, et je pense que c'était aussi un petit peu le but de ce qu'on a dit un petit peu avant. Qu'est-ce que attend un locataire de son propriétaire, et c'est pour ça que je trouvais, quand on en a parlé, je trouvais intéressant de mettre en perspective, en tout cas de ce point de vue-là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez malgré tout une ressource qui est le locataire étudiant et qui peut vous permettre de vous adapter dans le temps, et surtout qui aura aucun mal à vous aider pour vous adapter et pour savoir vous réinventer. Et encore une fois, vous lui montrez de l'intérêt, donc les relations sont plus fluides. Donc en fait, en réalité, vous avez un vrai vivier, en tout cas, de ressources pour vous permettre de vous adapter, de mieux vous vendre. Et c'est juste passer le pas et échanger avec votre locataire, je pense. Ouais, tout à fait. Donc voilà, en tout cas, je pense que c'est vraiment cet état d'esprit commerçant, ça peut vous permettre de mieux vous vendre, de vous adapter dans le temps et de vous professionnaliser sur une location si vous n'en faites qu'une, mais sinon tout au long de vos différents investissements. Et je pense que tu es bien placé, plus tu as de logements à toi, plus tu es obligé de te professionnaliser, plus tu es obligé de t'organiser de manière militaire, vraiment de manière précise. De toute façon, tu sais, c'est un point qui revient souvent. Quand on commence, qu'on a le premier, on a tendance à se dire je vais tout faire moi-même parce que je vais gagner de l'argent et tout, mais en fait ça prend du temps. Après, sur le premier, c'est pas une mauvaise chose parce que on n'a pas forcément les ressources financières, on peut pas forcément se permettre de se dire je gratte quelques points de rentable. Et en plus, sur le premier, tu vois, ça met aussi la main à la pâte, quoi. Ouais, c'est clair. Après, quand on a, dès que tu passes 2-3 logements, tu es obligé de t'organiser. Alors si tu fais toi-même tout, c'est une organisation militaire. Moi, je suis plutôt partisan du fait de déléguer parce que j'ai pas envie de me créer un deuxième job, et ça, c'est un truc super important. Beaucoup de gens considèrent que quand tu délègues, eh bien ça te coûte de l'argent. Moi, je vois plutôt comme un investissement parce que ça te libère du temps, et je trouve que c'est pas cher payé. Finalement, de dire je donne 5 ou 6 points pour une gestion, vu le temps que j'y passe pas, quoi. Non, mais c'est clair, franchement, je suis totalement d'accord. Et puis, je pense que au fur et à mesure de tes investissements, de ta vie de propriétaire, en tout cas, tu te constitues aussi une équipe de confiance qui te permet aujourd'hui de ne pas être seul, d'avoir une meilleure organisation. Une meilleure organisation, je pense que c'est aussi avec les partenaires que tu as. Mais effectivement, je te rejoins totalement sur cette phase, c'est clair. Tout à fait ça. Ok, pour terminer, une dernière question, puisque tu viens de parler un petit peu de les propriétaires qui nous regardent, comment ils doivent penser, tu as donné vachement de contenu. Vous, chez StudAppart, comment vous gérez ça? Quelle est votre mission? Est-ce que tu peux en parler un peu? Parce que sur la vidéo 1, tu avais présenté, sur la première partie en tout cas, tu avais présenté vaguement StudAppart. Est-ce que tu peux du coup développer un petit peu plus? Alors aujourd'hui, nous, vraiment notre ambition en tout cas chez StudAppart, c'est de dépoussiérer comment on fait la location moyenne et longue durée. Ça, c'est vraiment notre mission forte, celle qui nous... celle sur laquelle on est tous d'accord et où malgré tout, une équipe de 40, on va tous dans le même bâton, on va tous dans la même direction, et c'est vraiment notre gros focus et notre grosse ambition. Après, pour les propriétaires, nous, notre objectif, c'est vraiment dans un premier temps, de pouvoir optimiser le temps des propriétaires. On pense vraiment que, encore une fois, vous n'avez pas investi pour passer 3 heures par jour, et comment optimiser votre temps, ça passe par l'outillage, comment on vous outille pour vous simplifier la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe énormément en ce moment. Je pense qu'après, c'est aussi forcément optimiser vos revenus. Vous êtes dans une démarche entrepreneuriale et comme dans toute démarche entrepreneuriale,
il y a des retours sur investissement qui sont attendus. Et sur cette partie, on peut vachement vous apporter, forcément. Et sur la troisième partie, c'est vraiment optimiser le sérieux des propriétaires. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des propriétaires qui font vraiment de l'excellent travail et c'est quelque chose qu'on doit valoriser. C'est un petit peu comme ce que tu disais sur Airbnb, le côté par rapport au taux de réponse, etc. Nous, aujourd'hui, on est dans une démarche relativement similaire où on se dit qu'un propriétaire qui fait vachement bien son job et qui joue vachement le jeu de la plateforme, il est normal qu'il soit mis en avant par rapport à un propriétaire qui ne respecteraient pas ces conditions et qui ne sont pas partisans de cette vision, en tout cas, qualitative et d'expérience d'utilisateur sur la plateforme. D'accord. Et puis après, en tout cas, la nouveauté est un petit peu celle qu'on va sortir là. Je pense que quand la vidéo sera sortie, on aura fini justement tout le développement. C'est cet aspect de multidiffusion, ce module de multidiffusion qu'on met en place. Si tu veux, on a fait un constat qui est très simple et je pense qu'on a eu aussi l'humilité de se le dire, c'est de se dire qu'on n'arrivera pas à sourcer toute la demande de locataires en France. C'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à faire. Tu m'étonnes. Et de l'autre côté, en fait, on a aussi des propriétaires qui souhaitent multidiffuser leur annonce sur d'autres types de plateformes. Et c'est normal. Si demain sur StudAppart, en fait, ça fait 5 jours qu'on n'a pas eu de demande d'étudiante, on a envie d'aller sur d'autres plateformes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on s'est dit et le constat qu'on s'est fait. Mais la conclusion qu'on s'est fait à ce constat, c'est ce qui est dommage, c'est qu'en fait, pour chaque plateforme qui est utilisée, on a un processus de réservation qui est différent. Et là, je fais toujours un focus sur StudAppart parce qu'on pense que notre processus de réservation est simplifié, plus agréable et on outille mieux les propriétaires que sur des plateformes de mise en relation généralistes. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est plutôt de comprendre ce constat et de se dire qu'on va permettre à un propriétaire, via StudAppart, de pouvoir multidiffuser son annonce sur différents types de plateformes, celles qu'il souhaite, et que via StudAppart, on va être en mesure de réceptionner toutes ces demandes de locataires qui viendraient de StudAppart ou d'autres plateformes. Exactement, nous on les réceptionne. Par contre, on va faire un système de ranking. Donc le propriétaire, il va indiquer sur la plateforme StudAppart qu'en fait, il souhaite avoir un étudiant pour minimum 10 mois à compter de ce jour X avec un taux d'effort de ses garants de X%. Nous, on note bien ces informations. Quand on réceptionne les demandes étudiantes qui sont donc rebasculées sur StudAppart, on va leur demander justement ces 3 points. Pour combien de temps vous souhaitez venir, à quelle date et quel est en fait votre dossier de location. On va voir si ce profil match avec les conditions requises du propriétaire. Si elle ne matche pas avec ces conditions requises, il ne pourra pas contacter le propriétaire. Et par contre, on va présenter au propriétaire que les demandes qui sont de qualité, donc qui correspondent à ces conditions. Vous agissez comme un filtre en fait, vis-à-vis. Exactement. Pour avoir une approche qualitative. Dessus, après, le propriétaire, il va avoir ses X locataires potentiels. Il va être en mesure d'organiser des visites, ou si ça se trouve, il ne voudra même pas faire de visite, ou le locataire ne sera pas en mesure de faire des visites. Et il va avoir la possibilité de contractualiser directement sur la plateforme. Donc en fait, il va être en mesure de lui envoyer son bail en ligne. Signature en ligne possible et archivage possible pour le propriétaire sur son dashboard. Donc ça déjà c'est vraiment pour lui simplifier la vie, simplifier la gestion et il y aura le premier paiement qui est sécurisé. Donc l'étudiant, et c'est toujours dans cet aspect d'être vif au moment de la contractualisation, c'est le propriétaire va lui faire une demande de réservation, l'étudiant l'accepte, l'étudiant va être débité de son premier mois de loyer pour bien finaliser et bien rassurer le propriétaire comme quoi l'étudiant va venir. Et ce premier mois de loyer est reversé 24 heures après l'entrée dans les lieux de l'étudiant dans son logement. Et en plus de ça, il y a la possibilité pour le locataire et le propriétaire de pouvoir souscrire à des garanties StudAppart qui sont optionnelles, des garanties financières, mais aussi des garanties contre la dégradation du bien. D'accord. Ok. Donc voilà. Bon, écoute, je crois que c'est clair. Bon, c'est top. Je mettrai le lien sous la vidéo s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui veulent savoir plus d'infos carrément. sur StudAppart. Carrément. Et on a même le groupe Facebook qu'on vient de monter où tu es dessus, où l'idée c'est de pouvoir vous faire participer à la construction du produit StudAppart.
vraiment pouvoir vous mettre des avant-premières et pouvoir tirer vos retours, en tout cas, vraiment dans cet aspect, construire le service de location moyenne et longue durée demain. Donc, en tout cas, si c'est possible ou si tu le souhaites, on pourra mettre ce lien de groupe Facebook pour que vous puissiez être tenu informé des nouveautés et participer à la construction du produit Sud Appart. Sans problème. Ok. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de choses. Merci à toi Ben pour. Merci à toi Julien et puis merci à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine. Salut. Super.